Le marché immobilier a été complètement dingue depuis la sortie du confinement au printemps 2020. Mais l'année 2022 nous a apporté énormément de changements, de bouleversements économiques et géopolitiques qui ont une influence sur le marché immobilier et dont nous commençons à sentir les répercussions. Je vous fais cette vidéo en début 2023, on est en train d'assister à des mouvements assez importants sur le marché immobilier français. Dans cette vidéo, nous allons ensemble étudier les différents facteurs qui ont une influence sur les prix. Alors nous verrons bien sûr ce qui se passe dans le marché de l'ancien, mais nous parlerons également du marché du neuf. On regardera ensemble tous les différents facteurs, toutes ces forces qui viennent agir sur les prix de l'immobilier, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et nous essaierons ensemble de réfléchir et de répondre à la question où va le marché immobilier en 2023, et également en fin de vidéo, on verra en fonction des tendances qui vont se dessiner dans cette vidéo, je vous donnerai, à mon avis, quelques petites stratégies qui vous permettront éventuellement de tirer votre épingle du jeu malgré les circonstances. On est parti. On va tout d'abord faire un petit état des lieux du marché immobilier depuis environ 2 ans. On va revenir en arrière, alors bien avant 2 ans, mais en 2008, pour vous remettre un petit peu de contexte, crise immobilière puis financière aux États-Unis qui a eu des répercussions sur notre marché à nous. Donc il y a eu une chute des prix de l'immobilier, après de nombreuses années d'euphorie, il faut bien le dire, mais il y a eu une chute des prix de l'immobilier qui s'est plus ou moins ralentie, et le marché est reparti à la hausse à partir de 2013. Donc entre 2013 et 2020, on a eu une véritable tendance haussière qui s'est encore accélérée depuis le printemps 2020 avec des hausses de prix absolument délirantes dans certains secteurs. Donc j'en avais parlé dans une vidéo précédente qui est sortie en mars 2022, je crois, je vous remettrai le lien. Mais dans des métropoles comme celle de Nantes, de Rennes, de Lyon, de Bordeaux, des hausses de prix absolument folles. Sans parler des biens qui avaient le bonheur d'avoir un petit extérieur, un petit bout de balcon, un petit bout de jardin, qui se sont absolument arrachés depuis la sortie du confinement au printemps 2020. Donc la tendance haussière qu'on avait pu observer entre 2013 et 2020, elle s'est poursuivie et elle s'est accentuée jusqu'à peu près 2022, et c'était notamment soutenu par une très très forte demande, mais également par des taux qui sont restés historiquement exceptionnellement bas. Et cette tendance haussière, elle s'est poursuivie en 2022, même si nous commençons à observer une certaine décélération de la hausse. Ceci étant dit, tous les marchés, attention, je le dis bien au pluriel, ne se valent pas face à cette tendance, puisque comme nous allons le voir dans cette vidéo, les secteurs géographiques ne réagissent pas de manière différente, puisque ce qui se passe dans Paris ne se passe pas nécessairement à Lille ou à la campagne. Donc on va étudier tout ça un petit peu plus en profondeur. Mais en gros, la tendance générale de l'année 2022 est la suivante. Le volume des transactions s'est un petit peu rétréci, mais la tendance des prix reste encore relativement à la hausse. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que j'avais prédit, entre guillemets, ce n'était pas une prédiction de voyante, mais c'était un petit peu ce qui me semblait devoir se dessiner, que j'avais dit d'ailleurs dans cette vidéo de mars 2022, pour répondre à ce qu'il va y avoir une crise immobilière en 2022 ou non. J'avais dit que voilà, la demande en France est telle qu'à mon avis, on pourrait assister à une certaine décélération, voire à certaines baisses, mais pas à un effondrement du marché ou pas à des baisses absolument critiques, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Maintenant, nous allons étudier ensemble les différentes forces qui commencent à avoir un impact réel sur le marché immobilier. Et nous allons commencer par le sujet de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix non seulement des matériaux, des matières premières, mais également des artisans. Alors si vous n'avez pas vécu dans une grotte pendant ces 6-8 derniers mois, vous vous êtes sans doute rendu compte que tous les prix augmentent d'une façon absolument délirante. Que ce soit les prix des matières premières lorsqu'on veut faire des travaux, que ce soit les prix de l'énergie, les prix de l'électricité, bien sûr les prix à la pompe, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, même si vous vous trimballez en vélo quotidiennement. Et également, on a assisté à des hausses sur à peu près tous les biens de consommation. Alors on nous raconte, alors c'est pas pour faire le conspirationnisme, mais on nous raconte que oui, il y a une tendance, une inflation, 5%, etc. Et là, vous vous dites, putain, mais 5%, c'est pas possible. Quand même, je vois tel truc s'est augmenté de 20%, tel truc s'est augmenté de 50%. Sauf que quand on a fait de l'économie, enfin, moi, j'ai fait de l'économie à un moment donné, et on se rend bien compte que les économistes sont des pipoteurs professionnels et que les statistiques, c'est un mensonge qu'on peut tourner un petit peu à sa sauce et en fonction de ce qui nous arrange. Donc quand dans un panier moyen, on met des choses qu'on consomme relativement peu, comme des billets d'avion, comme des téléviseurs, des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut potentiellement rééquilibrer la note.
Mais en réalité, dans les choses que nous consommons un petit peu au quotidien, on se rend compte que les choses ont largement augmenté de beaucoup, beaucoup plus que 5%, voire de beaucoup, beaucoup plus que 10%. Je referme la parenthèse un petit peu conspirationniste entre guillemets, tout ça pour dire que les prix, ils ont énormément augmenté et j'imagine que ça ne vous a pas échappé. On va maintenant parler des augmentations de tarifs sur les matériaux et les matières premières dans le bâtiment. Donc sachez que la tendance haussière à laquelle on a assisté en 2021, si ça vous a un petit peu échappé, elle s'est poursuivie en 2022. Pour information, on a quand même eu une inflation, une augmentation des prix des matériaux du bâtiment de 18%, ne serait-ce que sur le dernier trimestre 2021. 18% sur un seul trimestre. Et cette tendance haussière, elle s'est poursuivie bien entendu sur 2022. On a donc entre janvier et octobre 2022 une augmentation d'environ 26% des prix des matériaux, et encore c'est une hausse moyenne. Mais dans certains secteurs, c'est absolument un carnage. Par exemple, le fer. Vous savez, pour faire du ferraillage de béton, le prix a été multiplié par 3. Donc forcément, lorsque vous avez une multiplication pareille des prix, eh bien, ça se répercute nécessairement sur les prix des produits finis, c'est-à-dire de l'immobilier. On assiste à des trucs absolument délirants. Enfin, moi, j'en entends tous les jours des artisans, des fournisseurs qui me racontent des histoires, des tarifs qui augmentent du jour au lendemain, d'une semaine sur une autre, des artisans qui font maintenant des devis qui sont valables 3 jours, 6 jours, parce qu'en fait, ils savent ce qui se passe aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. J'entends des histoires de fournisseurs qui disent qu'ils n'ont plus de stock, mais qui en réalité, voilà, ils stockent des tuiles, et puis ils les ressortent quelques mois après, parce qu'entre-temps, elles ont pris 30%, enfin, que des trucs comme ça, absolument délirants. Et je vais vous lire une liste assez éloquente d'augmentation de certains indices du bâtiment. Donc je commence par le BT34. Alors, BT34, c'est l'indice des prix de couverture en zinc et métal. Plus 17%. BT52, imperméabilité de façade, plus 24%. Le BT27, fermeture en baie aluminium, plus 38%. Fermeture en baie métal ferreux, 38% également. BT07, ossature et charpente métallique, plus 55%. Clairement, ça fait très très mal et ceux qui ramassent le plus, on va voir, ce sont notamment les promoteurs. Mais on va en reparler quand on va parler du marché du neuf. Nous allons maintenant parler des prix de l'énergie, car là aussi ça ne vous aura pas échappé, mais nous avons affaire à un conflit armé majeur sur le sol européen entre la Russie et l'Ukraine qui a entraîné des flambées absolument délirantes des prix de l'énergie, avec 115% d'augmentation pour le gaz et 113% d'augmentation pour les prix de l'électricité. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est que non seulement il y a ces prix-là qui ont augmenté, mais il y a des répercussions sur tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui est aluminium, encore une fois, ferraillage, le carrelage, les tuiles, les briques, les trucs comme ça, toutes ces choses-là, eh bien, sont quand même assez énergivores à produire. Et les prix de l'énergie, forcément, quand ils doublent, eh bien, ça a des répercussions absolument terribles sur les prix des produits, des produits de consommation du bâtiment et des matériaux de construction. Donc non seulement il y a des prix qui augmentent énormément, mais en plus il y a des difficultés d'approvisionnement qui sont absolument terribles, avec parfois des chantiers de rénovation qui sont laissés en friche, puisque par exemple on trouve plus de tuiles, on trouve plus, on trouve plus de certains matériaux, et donc ça bloque tout le reste. Il n'y a plus de charpente, par exemple. Moi, je connais une personne qui est en train de faire construire sa maison. Il n'y a pas de charpente. Ça fait des semaines que la charpente doit être livrée. Il y a des problématiques d'approvisionnement sur le bois. Et il y a même des fabricants qui disent, en fait, là, clairement, ça ne sert à rien. Ça sert plus à rien. C'est un véritable carnage. On arrête les lignes de production puisque, en fait, ça nous coûte beaucoup trop cher et on n'arrivera jamais à répercuter le coût de la production sur le prix des produits finis. Donc, on a même des lignes de production qui sont en train de s'arrêter. Ce qui risque d'ailleurs d'augmenter encore les difficultés d'approvisionnement et d'avoir encore un effet pervers sur les prix. Mais en tout cas, cette tendance de hausse des prix, il ne semble pas du tout qu'elle soit partie ni pour ralentir, ni pour s'arrêter en 2023. Donc là, clairement, ça sent pas très bon. En plus, il y a de nombreux artisans qui ont dû augmenter leurs tarifs. Pourquoi ? Forcément, ils achètent les matériaux plus chers, donc ils doivent augmenter. Mais en plus, ils font face à une pénurie de main-d'œuvre, donc ils doivent payer leurs salariés un peu plus cher, et donc forcément, ils sont obligés d'augmenter un petit peu les tarifs. En plus, il y en a certains qui en ont profité pour se dire, si tout augmente, moi aussi j'augmente mes tarifs. Mais même si la majorité sont réglo, ils n'ont pas d'autre choix, en fait, compte tenu de la conjoncture, que d'augmenter leur prix. Ce qui veut dire que ça rend les opérations d'investissement locatif, mais bien sûr d'achat-revente, plus compliquées, puisqu'on a du mal à savoir quand est-ce qu'on sera approvisionné, combien exactement ça va nous coûter,
est-ce que les artisans seront disponibles, mais également ça a pour effet de causer de la peur chez les acquéreurs potentiels. Et aujourd'hui, la tendance que nous commençons tous les marchands de biens à constater, c'est que les biens avec travaux sont de plus en plus difficiles à vendre. En conséquence de tout ça, on commence à voir des stocks qui s'accumulent dans les agences immobilières, ce qui ne leur était pas arrivé depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que les agences IMO, ces 2-3 dernières années, elles travaillaient en flux tendu. Un bien rentrait, bam, 2 semaines après, il était vendu. Et elles tournaient sur 4, 5, 6 mandats, et il y avait du roulement comme ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Et maintenant, les agences, elles commencent à avoir du stock, et je discute avec beaucoup d'agents immobiliers. Il y en a beaucoup qui se préparent à cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire avoir plus de stock. Et comme vous le savez, quand il y a plus de stock, eh bien nécessairement, les prix vont plutôt vers une tendance baissière. Ensuite, autre facteur, donc là on change complètement, mais on va parler d'un autre facteur qui a une influence sur les prix, ce sont les nouvelles normes qui sont mises en place par le gouvernement. Donc là, je vous arrête tout de suite, je ne vais pas faire le démago, à taper sur le dos des réformes, dire si c'est bien, pas bien, je m'en fous. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de regarder avec objectivité ce qui a une influence sur les prix. Donc là, je ne rentre pas dans le détail de est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ça va dans le bon sens ou non. Ce n'est pas le sujet. On parle déjà de la RE 2020, donc Réglementation énergétique 2020, donc qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2022, toujours dans le bon timing bien entendu, puisqu'elle était censée rentrer en vigueur en 2020. Mais qui notamment, alors je ne rentre pas dans tout le détail de l'histoire, mais en gros, ça prend en considération tout le bilan carbone du bâtiment, etc. Bref, ça impose encore de nouvelles normes assez contraignantes sur l'univers de la construction. La volonté globale, c'est de réduire l'impact écologique qu'a l'univers du bâtiment sur l'environnement, puisque comme vous le savez, c'est quand même un pollueur assez important. Je crois que ça représente 20-25% des émissions de gaz à effet de serre, l'univers du bâtiment, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. Donc l'idée de cette RE 2020, c'est d'aller vers une réduction de tout ça. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de chialer, de dire « ouais, c'est des magos, c'est nul, machin », c'est là. Donc ça ne sert à rien de chialer, c'est une donnée avec laquelle, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, selon comment vous vous positionnez, comment vous voyez la chose, eh bien c'est une donnée avec laquelle nous devons composer. Et en tout cas, ni les constructeurs, ni les constructeurs, les marchands de biens, les architectes, tout ça, tous les professionnels de l'immobilier, ils n'étaient absolument pas prêts dans la mesure où même le législateur lui-même ne l'était pas véritablement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application de cette RE 2020, elle est venue se rajouter à un moment où en fait la chaîne d'approvisionnement, elle était déjà en galère et on était déjà sur une hausse des prix. Donc ça a eu encore un effet pervers, cette RE 2020, puisque c'est encore venu apporter de la complexité et donc ça a augmenté et donc ça a appuyé cette hausse des prix. L'effet immédiat, ça a été une hausse des coûts de la construction, donc c'est-à-dire que c'est devenu moins rentable pour certains promoteurs de construire, ce qui veut dire qu'il y a eu moins de mise en chantier. J'ai aussi eu vent, et c'est pas juste des histoires isolées, de promoteurs qui se sont retrouvés face à des hausses de coûts qui étaient tellement importantes qu'ils ont préféré renoncer au projet. Et donc, comme vous le savez certainement, lorsqu'il y a moins d'offres, eh bien, il y a nécessairement une augmentation des prix. Donc cette entrée en vigueur de la RE 2020, elle a, à mon sens, pour effet indirect de causer une augmentation des prix de l'immobilier. On a également eu l'entrée en vigueur, mais alors vraiment c'était l'année. Donc le nouveau DPE qui devient opposable et qui lui est beaucoup plus strict que son petit cousin, le DPE qu'on avait jusqu'à maintenant. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais les calculs sont plus complexes, ça va beaucoup plus loin. Certains bâtiments qui étaient classés C avant se retrouvent classés F, voire se retrouvent parfois classés G, ce qui veut dire qu'ils sont classés au rang de passoire thermique et que d'ici pas très longtemps, eh bien, on ne pourra plus les louer, parce que si vous êtes classé F ou G, eh bien, vous ne pourrez plus louer votre logement. Alors pour l'instant, je crois qu'ils annoncent ça pour 2024, quelque chose comme ça, je ne suis pas tout à fait au courant. Je demande à voir si ça va vraiment rentrer en vigueur. Toujours est-il que ça a déjà un impact sur le marché, puisqu'il y a énormément de personnes qui se disent « Ouh là là, j'ai un taudis que j'ai pas entretenu, et franchement, je vais pas avoir les thunes, et en 2024, je vais pas pouvoir faire les travaux, et en 2024, je vais plus pouvoir le louer. » Donc on commence à assister à des mises en vente de pas mal de petites surfaces, et également de pas mal d'immeubles. Donc il y a certaines villes, petit clin d'œil romain, Clermont-Ferrand, dans lesquelles notamment on voit des immeubles, des immeubles à vendre et qui ne se vendent pas parce que en fait là les coûts d'isolation, de remise aux normes, etc. pour les faire passer d'un GF à plutôt un C ou un truc comme ça, sont très importants.
surtout compte tenu de l'augmentation des prix des matériaux de construction. Et donc là, on assiste à pas mal de propriétaires qui mettent en vente. Et donc toutes ces mises en vente, elles ont pour effet de tirer plutôt les prix vers le bas. Nous allons maintenant passer au coût du financement. Donc en 2021, on avait des problématiques déjà avec le HCSF, donc le Haut Commissariat à la Sûreté Financière, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, le gendarme du monde du financement qui disait « Oulala, attention, là, point d'alerte, il y a beaucoup trop de crédits qui ont été distribués, il va falloir ralentir un petit peu ». Donc ils ont essayé d'appliquer justement des mesures beaucoup plus rigoureuses sur le taux d'endettement et de freiner justement l'offre du crédit. Et il y a effectivement déjà une baisse de l'offre qui avait commencé à se faire ressentir en 2021. Elle s'est poursuivie bien entendu en 2022 et elle s'est énormément accélérée avec les pressions inflationnistes que le marché a subies à cause notamment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'effet que cette guerre a eu, c'est notamment une augmentation très sensible des taux. Donc il y a eu l'inflation, c'est un effet indirect, mais en gros, augmentation des prix à cause de la flambée des prix de l'énergie, inflation générale sur le marché, la BCE qui s'est dit « oulala, c'est le bazar, il y a l'inflation qui revient, une inflation galopante, on n'en veut pas, on va remonter les taux pour freiner la consommation ». Donc la BCE augmente ses taux, et là, les banques françaises se sont retrouvées coincées par le taux d'usure. Ça veut dire qu'en fait, il y a un taux au-delà duquel elles ne peuvent pas prêter, puisque ça leur est interdit, ça s'appelle un taux d'usure qu'elles n'ont pas le droit de dépasser, et en gros, très schématiquement, comme elles doivent emprunter à un certain prix sur les marchés et après prêter à un autre prix, eh bien en fait, elles ne s'y retrouvent pas. Et donc, plutôt que de prêter à perte, eh bien les banques, elles ont choisi de fermer les robinets. Et c'est quand même assez délirant de se dire qu'en fin 2021, on pouvait encore emprunter à 1%, alors qu'aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, on est plutôt aux environs de 3% de taux d'intérêt. Donc ça a énormément augmenté sur l'espace de seulement 12 mois. On assiste donc à une chute vertigineuse de l'octroi de crédit avec une baisse d'environ 27% sur l'année 2022. Et si on regarde les mois de août-septembre par rapport au mois de août-septembre de l'année 2021, on est sur une baisse de 36% de l'octroi de crédit immobilier. Et là, ce qu'il faut bien réaliser avec cette hausse des taux, c'est que des ménages qui, il y a encore un an, avaient environ 300 000 € de budget pour un certain endettement, eh bien aujourd'hui se retrouvent avec seulement 260 ou 270 000 € de budget. Et les personnes qui font le marché, les personnes qui font les prix, comme vous le savez certainement, ce ne sont pas les vendeurs, ce sont les acheteurs, puisque c'est toujours l'acheteur au final qui fixe le prix d'un bien ou d'un service. Eh bien, si le public des acheteurs se retrouve avec un budget qui est largement amoindri à cause des taux d'intérêt des crédits immobiliers, eh bien, les prix vont être tirés à la baisse. Parce que clairement, là, les acheteurs, ils ne peuvent plus se positionner au prix d'il y a un an. Ça, c'est terminé. Donc, ce à quoi on assiste, et ça, c'est déjà observable sur le marché, c'est qu'on a une baisse de la demande. Et quand il y a une baisse de la demande, c'est pareil, les stocks dont je vous parlais il y a un instant, qui se trouvent dans les agences immobilières, les stocks, ils grossissent, parce que plus de gens mettent en vente, mais il y a moins de gens qui achètent, donc le stock grossit, et donc forcément, ça fait aussi baisser les prix. Autre petit facteur qui n'est pas des moindres, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le monde du bâtiment. Alors, des sociologues, des ethnologues, tout ça, on en a plein. Des gens qui ont fait des études d'anthropologie, on en a à plus savoir qu'en faire. Par contre, des maçons, des terrassiers, etc., c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et encore une fois, c'est pas pour faire de la démagogie, mais je pense qu'il y a un vrai problème de formation. Et donc, pénurie énorme de main-d'œuvre qualifiée. Donc, les bons ouvriers, ils coûtent très cher. Et là, ce sont les entreprises du bâtiment qui doivent essayer un petit peu d'encaisser ces hausses. Donc, elles sont prises entre le marteau et l'enclume, entre les gens qui ne veulent pas payer. Même, il y a un deuxième marteau qui leur tape dessus, c'est le prix des matériaux. Ils doivent augmenter les salaires. En plus, pour de nombreuses entreprises, ils doivent commencer à rembourser les PGE, mais pas avec les taux bonifiés à 1%, plutôt avec les taux réels, c'est-à-dire on est plutôt autour de 4-5%. Et donc, ça commence à faire mal, et les entreprises du bâtiment souffrent énormément. Et il est fort possible qu'en 2023, on assiste à la chute, à la faillite des entreprises les plus fragiles. Ce qui va encore poser des problèmes parce que déjà qu'on manque d'artisans, mais si en plus ça commence à tomber un petit peu comme des mouches, eh bien on va se retrouver vraiment dans une situation très compliquée. On va maintenant passer à la partie constat, c'est-à-dire constater des choses de terrain, des choses qui sont déjà observables dès maintenant. Déjà par rapport à l'année dernière, on observe clairement, ça c'est les chiffres, les données du marché immobilier des notaires, on assiste à une baisse du volume des transactions. Donc on reste encore sur des niveaux qui sont très élevés, mais on observe déjà une décélération du marché, c'est-à-dire une baisse du volume des transactions,
par rapport à l'année dernière. Sur la ville de Paris, donc quand même ville relativement importante, eh bien on assiste là aussi à des baisses de prix. Donc là, c'est carrément des baisses de prix avec certains appartements qui ne se vendent pas et des baisses d'environ 3% sur un an. Donc c'est quand même significatif parce que ça faisait un petit moment que les prix ne faisaient qu'augmenter sur la ville de Paris. Pardon, c'est 1,2% sur 2022 et 3% depuis 2020. Ensuite, autre chose que j'ai observé, une nouveauté que j'ai constatée à mon retour de voyage, donc depuis le mois de novembre 2022, c'est qu'à Lyon, qui était une ville où avant, enfin c'était une des villes où les prix avaient les plus flambé, c'était un truc de malade depuis 2018-2019. On peut négocier. Je me suis retrouvé à visiter plusieurs biens à Lyon, sur lesquels j'ai fait des négos, et des négos importantes. Et avant, vous vouliez négocier les prix à Lyon, mais vous vous faisiez jeter comme un malpropre. Et là, en fait, les agents immo me disent « Mais ouais, mais ça se vend pas ». Et donc, bam, j'ai fait des offres 25%, 30% en dessous du prix demandé. Alors, c'est pas nécessairement passé toujours, mais, en tout cas, les agents immobiliers, ils ont pas tiqué. Ils m'ont dit « Ouais, bah, faites-moi l'offre, de toute façon, il n'y a personne, faites-moi l'offre et puis on verra, je la défendrai ». Donc là, ça aussi, c'est vraiment une nouveauté qui, pour l'instant, ne s'observe pas nécessairement dans les prix de vente effectifs, mais en tout cas, ça témoigne d'un certain changement de mentalité et d'un certain retournement du marché. Maintenant, vous savez, je discute avec énormément de marchands de biens, et pas seulement sur la région lyonnaise, sur toutes les régions de France, et j'entends à peu près les mêmes sons de cloche de la plupart des marchands de biens sur tous les secteurs. C'est qu'il y a certaines typologies de biens qui maintenant ne se vendent plus. C'est-à-dire que si avant on pouvait vendre n'importe quoi dans n'importe quel état parce qu'il n'y avait pas d'offre, les biens maintenant qui ont énormément de travaux sont plus compliqués à vendre. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Ils entendent parler de partout que le prix des matériaux flambe, qu'on ne trouve pas d'artisans, qu'il y a des délais terribles, qu'il y a des pénuries d'approvisionnement. Et donc, quand ils voient des biens avec travaux, ils voient le cauchemar qui se profile. Et souvent, franchement, ils ont raison. Quand on voit comme c'est galère parfois pour nous qui sommes des professionnels, on se dit franchement, le particulier, il a raison d'avoir peur. Donc quels sont les biens qui ne se vendent pas ? Déjà les biens avec beaucoup de travaux, ça c'est très compliqué, mais également les terrains à bâtir. Parce que les terrains à bâtir, jusqu'à maintenant, il y avait une pénurie incroyable, et il y a encore une pénurie incroyable, mais les prix de la construction ont pris quasiment 50% en un an. Donc vous avez d'un côté la construction dont le prix a énormément augmenté, d'un autre côté les budgets qui ont baissé parce que le coût du financement est beaucoup plus important qu'il y a un an ou deux. Donc le facteur dont le prix va baisser, c'est nécessairement le terrain, parce qu'en fait les gens ne peuvent pas augmenter artificiellement leur enveloppe, c'est pas possible, à moins d'aller taxer de l'argent à droite à gauche, mais bon, c'est pas toujours bien évident. Et le prix de la construction, il n'est pas prêt de baisser. Donc ce qui va forcément ramasser, c'est le prix du terrain. Donc on a déjà, sachez-le, le terrain, enfin je le vois du terrain, il y a des baisses de prix effectives de 10-15% sur certaines typologies de biens. Je parle notamment des terrains à bâtir, des biens avec travaux, parce que ça ne se vend pas. Ces statistiques ne sont pas encore observables parce qu'elles ne sont pas encore arrivées chez le notaire. Mais je peux vous garantir que d'ici 6 mois, vous entendrez parler de baisse de prix d'environ 10% sur certaines typologies de biens, et notamment les terrains à bâtir. Une autre tendance qui est clairement observable pour les professionnels de terrain, c'est que nous sommes maintenant dans une période transitoire. C'est-à-dire que les choses bougent, mais dans la mentalité des gens, ça n'a pas encore tout à fait bougé. Parce que les professionnels, donc que ce soit les investisseurs, les marchands de biens, les promoteurs, ils ont relativement conscience de ce que je suis en train de vous raconter là, donc ils ont déjà commencé à appliquer des décotes dans leur tête. Ils sont déjà en train de se dire « Ah ouais, attends, dans 6 mois, dans un an, ça va se vendre peut-être moins cher et ça va me coûter plus cher à produire. Donc il faut clairement que je prenne les devants, il faut que je prenne de grosses précautions. » Et donc je vais faire des offres qui sont largement inférieures à ce que j'aurais proposé il y a 6 mois ou il y a un an. Le problème, c'est qu'on a en face des vendeurs qui, eux, mentalement, sont restés sur les tendances de 2020-2021. Donc, ils ont toujours tendance à croire que leur bien tout pourri, eh bien, il vaut de l'or. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils n'ont pas encore intégré ça. Et ça, je le constate beaucoup dans les visites et tout. Voilà, les agents IMO et tout me disent « Ouais, clairement, ça ne se vendra pas à ce prix. » Mais le particulier n'a pas encore intégré cette nouvelle tendance. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps pour que, eh bien, justement, le public des vendeurs se rende compte, eh bien, que le marché, il a tourné et que s'ils ne veulent pas se retrouver dans un an avec beaucoup, beaucoup moins, eh bien, ils ont plutôt intérêt à accepter les offres qu'on leur fait maintenant. Mais en tout cas, pour l'instant, il y en a pas mal qui campent sur leur position, donc c'est une période un petit peu bizarre en fait. Et ben en fait c'est un peu la guerre des tranchées où chacun se regarde et qui va être le premier à bouger. Et dans ces tendances également, tous les marchés ne sont pas égaux. Et quand je vous dis les marchés, c'est pas seulement les secteurs géographiques. C'est-à-dire qu'il y a certains segments de marché qui sont moins impactés que d'autres.
Donc tous les produits, on va dire les petits produits qui sont en dessous de 250 000 continuent de se vendre relativement bien, parce que voilà, des gens qui ont, c'est pas des énormes budgets, donc ils y arrivent encore. Et tous les budgets qui sont au-delà de 800, 900, 1 million, puisque là aussi, les gens qui ont beaucoup d'argent sont moins impactés eh bien, par les problématiques dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Et ceux qui ramassent, comme d'habitude, c'est vous, la classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui sont un petit peu au milieu, qui ont un peu d'argent, pas non plus forcément des tonnes, et qui bossent, et qui payent les impôts, et qui prennent cher. Toutes ces personnes-là, qui sont en général, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas en général, mais en ce qui me concerne, c'est pas mal notre public d'acheteurs, souvent du primo-accédant plus, ou la deuxième, troisième acquisition, ça c'est souvent notre public d'acheteurs. Et bien là, c'est vraiment un public qui se trouve très impacté par les tendances que nous pouvons observer jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Également, tous les marchés géographiques ne sont pas logés à la même enseigne, puisqu'il y a des villes comme Paris, dont j'ai parlé, dont les prix ont baissé depuis 2020. Alors, un petit peu, hein, mais il y a d'autres villes qui avant étaient vraiment très tendues et qui aujourd'hui se trouvent dans une problématique, entre guillemets, de suroffre. C'est-à-dire, c'est le cas notamment de Lyon, Villeurbanne, Paris, on en a parlé, mais il y a des tendances baissières aussi qui commencent à s'observer sur des villes comme Nantes, qui avant étaient très haussières, où là, voilà, le marché est un petit peu en train de se rééquilibrer. Nous allons maintenant parler du marché du neuf. Et là, sur le marché du neuf, le tableau est beaucoup plus noir. Ça a été déjà, 2022 a été une année très compliquée. On a assisté à la mise en liquidation du groupe Geoxia. Alors le groupe Geoxia, qui avait notamment les marques Maison Phoenix, Maison Familiale, des marques quand même historiques. Et là, petit pincement au cœur, parce que j'ai travaillé il y a des années chez Maison Phoenix, donc ça me fait quand même quelque chose, même si je trouvais que c'était pas super bien géré, mais c'est pas mon problème. C'est quand même une marque historique qui disparaît du paysage, et je veux dire, quand des acteurs comme ça de poids font faillite, alors, je ne sais pas si c'est une faillite ou une liquidation, mais en tout cas, quand ils disparaissent du marché du jour au lendemain, ça fait quand même quelque chose. Donc les constructeurs, ils ont pris cher en 2022, et ils vont certainement continuer de prendre très cher en 2023, et l'année 2023 va être critique. Mais je sais que sur mon secteur, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs historiques, qui sont là, voilà, des constructeurs qui sont importants, qui sont en train vraiment de tirer la langue et qui risquent de ne pas passer l'année 2023. On a assisté à une baisse de près de 20% des délivrances d'autorisation d'urbanisme pour les maisons individuelles. Alors certes, il y a eu une accélération des dépôts en fin 2021 pour éviter la RE 2020, dont je vous avais parlé il y a quelques minutes, mais aussi puisque ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir des autorisations d'urbanisme pour faire construire, et ça, je le constate, mais dans tous les secteurs géographiques de France. Donc déjà, il y a eu beaucoup moins de délivrance de permis de construire. Donc là, derrière, les constructeurs, ils ne peuvent pas construire. En plus, ils se sont pris de plein fouet la hausse des prix des matériaux. Hausse des prix des matériaux déjà sur du classique, mais en plus, ils doivent commencer à appliquer les préconisations de la RE 2020, donc ça coûte encore plus cher, et encore une fois, les gens ont encore moins de budget, donc voilà, les constructeurs de maisons individuelles, ils ramassent sévère. On assiste en plus, et ça dans tous les secteurs géographiques de France, à une attitude absolument totalitaire des collectivités territoriales, avec des abus de droit caractérisés, parfois systématiques, dans énormément de régions de France. Ça, c'est une problématique, mais nationale et catastrophique, sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'il faut vraiment que les choses bougent. Mais en tout cas, les constructeurs, et là aussi, et là, les promoteurs, pour le coup, sont vraiment assujettis à ces problématiques de totalitarisme et d'abus de droit des collectivités territoriales. Ça a un énorme impact sur leur activité. Et là, je vais vous donner une petite statistique éloquente. Les ventes des promoteurs, les ventes dans le neuf ont chuté entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022 de 29,3%. Ça, ce sont des chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et l'année 2023, elle s'annonce également très compliquée pour tous les professionnels du neuf, donc que ce soit les constructeurs de maisons individuelles ou les promoteurs immobiliers, qui n'auraient pas la trésorerie nécessaire et qui vont devoir, encore une fois, faire face à tout ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire des baisses de réservation parce que les gens ont moins d'argent, la hausse du prix des matériaux, la baisse des délivrances d'autorisation d'urbanisme pour construire. Bref, ils se font ratatiner dans tous les sens. Donc 2023, ça va être une année très compliquée, notamment pour les plus fragiles d'entre eux. Maintenant, on va parler de la possibilité d'une éventuelle crise économique. Donc la question que nous allons traiter maintenant, c'est est-ce que nous nous dirigeons vers une crise économique? Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que ça va bien sûr avoir une influence directe sur les prix de l'immobilier. Là, clairement, ça pue. Il y a beaucoup
d'entreprises qui sont en difficulté, beaucoup d'entreprises qui se préparent à des liquidations. Ça, j'en parle avec pas mal de professionnels, et ceux qui vraiment prennent très très cher, ce sont les professionnels notamment de l'hôtellerie-restauration, qui ont déjà ramassé pendant la période du Covid, qui ont certes eu la possibilité d'avoir recours au PGE, mais qui malheureusement maintenant se retrouvent confrontés à la nécessité de rembourser ces PGE. Donc en fait, ils font face à des doubles dépenses, puisqu'ils ont leurs dépenses courantes actuelles, plus les remboursements du PGE. Et clairement, il y a énormément d'entreprises de l'hôtellerie-restauration qui n'y arrivent pas. Et là, il y a des liquidations, il y a des dépôts de bilan qui sont en train de se préparer. Et la vague risque d'arriver en 2023. Il y a également ce qu'on appelle le phénomène des entreprises zombies. Les entreprises zombies, c'est des entreprises qui étaient déjà mortes, qui auraient dû disparaître, mais qui sont restées vivantes grâce justement à cet apport d'argent, à cette manne qui a été le PGE. Sauf qu'encore une fois, maintenant ça se termine, les remboursements commencent vraiment à tomber de façon sérieuse. Donc là aussi, il faut commencer à se préparer à ce que, il y a pas mal d'entreprises, notamment les plus fragiles d'entre elles, qui déposent. Cependant, la curiosité qu'on observe pour l'instant, c'est que le marché du travail, lui, n'est pas encore trop impacté, et la demande en employés qualifiés, elle reste encore très soutenue, et dans tous les domaines où on a besoin de personnel qualifié, les gens ont énormément de mal à recruter. Il faut prendre conscience par rapport à cette histoire de crise économique ou non, également du fait que nous ne sommes pas isolés. Donc nous ne vivons pas sur la petite planète France, mais nous vivons dans un monde, donc dans un continent, et également dans un monde. Et donc, on est influencé par différents facteurs. Et notamment, le premier des facteurs qui a une influence directe, c'est la guerre en Ukraine. Et là, combien de temps va se durer cette guerre ? Quelle va être la tournure des événements ? Et ça, franchement, moi, j'ai pas de boule de cristal. Il est absolument impossible de le prédire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, les guerres, c'est facile à commencer, c'est toujours beaucoup plus difficile à terminer. On peut envahir un pays en une semaine et y rester embourbé pendant des années. Les Soviétiques se rappellent de l'Afghanistan, les Américains se rappellent du Vietnam. Ils ont eu quand même du mal à en sortir, les deux. Et on peut redouter quand même que le conflit en Ukraine ne dure beaucoup plus longtemps que prévu. On peut également regarder du côté de la Chine et se demander ce qui va se passer en Chine, qui elle a une véritable bulle immobilière. Alors je vous invite à aller vous renseigner sur le marché immobilier chinois. Pour tous ceux qui disent « Ah, il y a une bulle en France parce que les prix ont augmenté », allez voir ce qui se passe en Chine, où des villes entières ont été construites alors qu'il n'y a personne qui vit dedans. Et cette année, on a assisté à la faillite de Evergrande, qui était le numéro 1, le plus gros promoteur en Chine. Pour info, il employait 200 000 personnes, ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur. Faillite donc de ce constructeur, et un marché immobilier chinois qui est véritablement en galère, qui risque d'emmener dans sa chute tout le reste de l'économie chinoise. Donc là, pour l'instant, le gouvernement chinois essaie de renflouer le marché immobilier à un grand renfort de liquidité, mais cette stratégie, elle est quand même très limitée. Il est fort probable qu'on assiste à un effondrement qui peut avoir des répercussions sur le reste de l'économie chinoise, ce qui, bien entendu, aura des répercussions sur le reste de l'économie mondiale et bien sûr sur la nôtre. Également, un acteur non négligeable, les États-Unis. Alors, là, on laisse les statistiques de côté un petit peu. L'inflation, elle est galopante là-bas, clairement. Ne croyez pas que la France est la seule touchée. Moi, quand j'y suis allé donc cette année, en 2022, j'ai assisté à des trucs, mais complètement fous. Je vous dis, on avait un guide qui était un Lonely Planet, qui était de 2020, donc quand même pas le truc qui était super vieux. Des prix étaient indiqués, ils avaient augmenté, mais en général, au moins de 20-25%, mais on avait des augmentations 30%, 50%, 100%, des trucs qui avaient doublé en 2 ans. Donc là-bas, l'inflation, clairement, je peux vous dire qu'ils prennent aussi vraiment cher, et que les Américains s'en plaignent assez largement. Alors, la tendance statistique tend à montrer que l'inflation serait en train de ralentir aux États-Unis, mais encore une fois, je me méfie pas mal de leur méthode de calcul, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc reste à voir comment ça va se passer réellement sur le terrain, et l'influence que cette décélération de l'inflation va avoir également sur les taux d'intérêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas aux États-Unis, ils ont également connu des années absolument folles dans l'immobilier, avec des prix qui ont parfois doublé en l'espace de 2 ans, et que ça, c'est non seulement en train de décélérer, mais on commence aussi à assister à une baisse des prix de l'immobilier dans pas mal de secteurs. Donc il faut voir aussi comment ce marché américain va se comporter, puisque si tout baisse, forcément, chez nous, ça va avoir également certaines répercussions. Une question, alors là, on laisse de côté maintenant la perspective économique, et on va se poser la question de
Qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt? Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, ont été annoncés les chiffres sur la remontée du taux d'usure pour le début 2023. Ça va être à 3,50, bref, machin. Donc ça devrait relancer un petit peu l'offre de crédit. Mais n'empêche, il se peut que les taux continuent de progresser. Donc là, je parle pour les particuliers. On va sans doute se retrouver à 3,5, voire potentiellement 4 en 2023. Mais pour ce qui est des professionnels, on va se retrouver sur des 6, sur des 7% de taux d'intérêt, puisque nous, on emprunte en général à Euribor plus 3, en moyenne, hein, en gros, plus les frais de dossier, plus la commission d'engagement. Donc ça va faire clairement mal cette année, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, il y a tellement de facteurs qui sont un petit peu inconnus que, eh bien, on ne peut pas forcément bien prédire quelle tendance va se dessiner en ce qui concerne les taux d'intérêt. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils ne risquent pas de baisser, en tout cas en 2023. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va avoir une réelle influence sur les prix de l'immobilier? Et donc, je suis allé faire un petit peu d'archéologie. Je suis allé m'intéresser à ce qui se passait dans la fin des années 70 et dans les années 80, où il y avait une inflation très importante et il y avait des taux d'intérêt, pour ceux qui se plaignent d'avoir des taux d'intérêt à 3, mais franchement, il y avait des taux d'intérêt à 10, à 12, à 15%, des trucs complètement délirants. Et je vais vous mettre un petit graphe que je suis allé récupérer, et vous verrez qu'en fait, même s'il y a eu une augmentation absolument colossale des taux d'intérêt, eh bien ça n'a eu un impact que vraiment très mesuré sur les prix de l'immobilier. Donc même si on ne sait pas exactement où vont aller les taux d'intérêt en 2023, on peut être quand même en droit de se dire que ça ne va pas avoir une énorme influence, peut-être une petite baisse sur la demande, peut-être une petite baisse sur le pouvoir d'achat, et donc aussi une baisse qui sera sensible au niveau des prix de l'immobilier, mais je pense que ce ne sera pas non plus un cataclysme, puisque la demande, elle reste soutenue. Maintenant, nous allons considérer l'immobilier comme un placement, et là, il faut le mettre face aux autres types de placements et aux alternatives qui existent pour les investisseurs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un marché des crypto-monnaies qui s'est complètement vautré en 2022. Un énorme effondrement, avec notamment des trucs comme Terra Luna qui a perdu à peu près 99% de sa valeur, qui est devenu juste de la merde, plus un marché boursier, donc là, plus sur les actions cotées, où il y a eu une baisse aussi relativement importante d'environ 20%. Il y a certaines actions qui ont vraiment pris très cher en 2020, et pardon, pas en 2020, en 2022. Et on a également un marché des matières premières qui est hyper volatile, complètement dingue. Il faut donc comprendre que l'immobilier reste une valeur refuge. Et pour les investisseurs locatifs, notamment si vous êtes en LMNP ou que vous investissez à l'IS, eh bien, la hausse des taux d'intérêt, elle n'a qu'un impact assez limité, puisque au final, les intérêts d'emprunt, ils peuvent être déductibles de vos bénéfices imposables. Donc ça a un impact quand même relativement limité pour les investisseurs locatifs. Par contre, pour tout ce qui est des promoteurs et des promoteurs, des constructeurs et des marchands de biens, là l'impact il est très important, puisque si on se retrouve sur des taux d'intérêt à 6-7%, ce qui a priori va être le cas dès le printemps 2023, et bien là ça va avoir un impact assez considérable sur la rentabilité de nos opérations, donc sur l'offre, donc également sur les offres que nous allons pouvoir faire auprès des vendeurs, donc ça va tirer les prix un petit peu à la baisse. Bref, là c'est vraiment compliqué de dire où est-ce que tout ça va nous mener. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler, pour calmer un petit peu tout le monde, tous les gens qui se disent « Ah là là, c'est la panique, les prix vont chuter, les prix vont s'effondrer, etc. » Je voudrais vous parler de la problématique, et qui ne me réjouit absolument pas, mais qui est la problématique de pénurie de logements en France. Il y a une pénurie absolue, enfin pas absolue, mais il y a une pénurie chronique, et il y a un fossé qui se creuse chaque année depuis de très nombreuses années entre l'offre et la demande, puisqu'on a une population qui continue de croître, mais une offre qui n'est absolument pas en corrélation avec la demande. Et là, il y a plein de facteurs qui contribuent à ça. Il y a le fait, et je pense, là vraiment je vais faire une vidéo à ce sujet, mais je jette le truc ici, c'est que notamment les collectivités territoriales ont un rôle énorme dans cette pénurie de logements, c'est parce qu'elles ne délivrent pas assez d'autorisation d'urbanisme. Et donc, quand un promoteur, théoriquement, pourrait faire 20 logements quelque part et qu'on lui dit « Non, monsieur le promoteur, vous n'en ferez que 12 », eh bien là, tout de suite, ça fait un manque, alors, ponctuel qui n'est pas énorme, mais quand on multiplie ça à l'échelle de tous les projets, de toutes les communes en France, alors oui, clairement, c'est 30-40% de logements qui manquent. Donc, à peu près dans tous les secteurs, à part certaines grandes villes, Paris, Lyon, Mérignac, tout ça, enfin certaines communes, certaines villes comme celle-là, il y a une pénurie d'offres, une pénurie qui est chronique, pour les primo-accédants,
pour les jeunes, etc. Et donc, on manque cruellement de logements. D'ailleurs, ça me fait justement ajouter que les marchands de biens, à l'avenir, dans les années qui viennent, où la construction est de plus en plus difficile, nous autres, les marchands de biens, allons avoir un rôle social absolument capital pour justement pallier à cette pénurie d'offres. Je referme la parenthèse. Et souvent, on se base sur les prix, enfin on se base sur les tendances de l'achat et de la revente pour parler de la pénurie, de l'offre, etc. Mais ce qu'il est bon d'examiner, c'est ce qui se passe sur le marché du locatif. Et sur le marché du locatif, c'est absolument la panne sèche. C'est là où on se rend compte à quel point il y a une pénurie de logements en France. Et j'ai une anecdote, mais vraiment, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai un collègue qui m'a raconté qu'il a mis, alors c'était pas à Lyon, c'est à Villeurbanne, il a mis un logement, un appartement normal qu'il a en location dans un coin normal, à un prix normal, enfin rien d'exceptionnel. Il a eu plus de 200 appels dans la matinée du jour où il l'a mis en location. Et alors je sais que ici on a cette problématique, à Lyon on a cette problématique, mais dans d'autres communes également, il y a une pénurie absolument énorme de logements, non seulement à l'achat-revente, mais également à la location. Et donc tant que l'offre n'arrivera pas à se mettre au niveau de la demande, on sera sur cette pénurie, et cette pénurie, elle continuera d'alimenter une demande soutenue, et ça continuera bien entendu de maintenir une tendance relativement haussière des prix dans le long terme. Nous allons maintenant passer à la partie synthèse, essayer de répondre à est-ce que ces tendances vont se maintenir, et où est-ce que tout cela va nous mener. Et déjà, petit disclaimer, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, et je ne sais pas prédire certaines tendances, mais on va essayer d'apporter des éléments d'analyse un petit peu rationnels et objectifs. Déjà, quid des prix des artisans, des prix des matières premières? Il semblerait que 2023 n'apporte pas d'accalmie et n'apporte pas d'amélioration. Je pense que les prix des matériaux vont continuer d'augmenter, ou en tout cas, ils vont peut-être se stabiliser. On l'espère, parce que ça commence vraiment à coûter cher. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on ne va pas assister à un dégonflement de tous ces prix. De même pour les artisans, parce que ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais, on a une pénurie d'artisans. Certains sont vraiment à la peine, au niveau de leur trésor notamment, ce qui risque de causer des faillites. Donc on va avoir encore plus de pénurie d'artisans, ce qui veut dire que ceux qui vont survivre, potentiellement, ils vont pouvoir demander des prix encore plus élevés qu'actuellement. Donc là, cette tendance, à mon avis, elle ne risque pas de s'améliorer. Ce qui est là, en revanche, pour durer, ce sont les normes. Donc, le DPE dont on a parlé, l'ARE 2020 dont on a parlé, zéro artificialisation nette. Donc, un projet, en gros, on va plus pouvoir construire dans le long terme sur des nouveaux terrains, plus d'artificialisation des sols. Ça, pour l'instant, c'est à l'état de projet. Pas à l'état de projet, mais on va voir s'il n'y a pas des modifications d'ici là. Mais en tout cas, ces normes, elles sont plutôt là pour rester. Elles sont plutôt là pour se durcir. Et donc, ça, ce sont des choses qui vont clairement rendre le coût, notamment de la construction neuve, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, forcément, créer encore de la pénurie et là, maintenir des prix plutôt à la hausse. Et ce qui est plus difficile à prédire, ce sont les choses comme le contexte économique mondial, le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt, tout ce qui va se passer au niveau de toutes ces choses-là. Et là, clairement, ce sont des choses qui sont assez difficiles à prédire, voire même carrément impossibles. Je vais maintenant vous passer à l'écran un petit graphe de l'évolution des prix de l'immobilier depuis, je crois, les années 70. On voit une augmentation absolument délirante dans la fin du XXe siècle et surtout à partir de 2012-2013 jusqu'à 2022. Et quand on observe ce graphe, on voit qu'il y a eu des grandes hausses, des corrections, des hausses, des corrections. Et à mon avis, ce à quoi nous allons assister, alors là, c'est mon avis personnel, complètement, c'est basé sur une analyse un petit peu rationnelle, mais ça reste un avis, donc c'est assez subjectif, c'est que on va sans doute assister à une correction. Comme je vous le disais, on a déjà une tendance dans laquelle on voit que les prix sont en train de ralentir, voire ils sont en train de baisser, voire ils sont en train de baisser assez drastiquement pour certaines catégories de biens. Donc ma conviction personnelle sur le sujet, c'est qu'on va assister à une certaine correction des prix sur certaines typologies de biens. Pour autant, on ne va pas assister à un effondrement et je pense qu'on va se retrouver d'ici 1 an ou 2 avec des niveaux de prix pré-Covid dans certains secteurs. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'actuellement, on se trouve dans une période de flottement.
où on ne sait pas trop où ça va aller, puisque eh bien, tous ces prix-là, toutes ces tendances dépendent d'énormément de facteurs, et comme nous l'avons vu, ces facteurs sont extrêmement difficiles, voire impossibles à prédire. Et donc, à mon avis, ce à quoi on va assister, c'est que tous les touristes qui s'étaient installés ces dernières années et qui avaient surfé un petit peu sur la vague des augmentations tarifaires, eh bien, tout cela vont disparaître aussi vite qu'ils sont venus, et c'est une bonne chose. Et à mon avis, on va assister aussi à cette tendance sur le marché de l'achat-revente, sur le marché du locatif. Voilà, les prix avaient énormément augmenté, donc ça avait attiré du monde. Les taux étaient bas, c'était relativement facile. On achetait un bien 1 an et demi après, 2 ans après, on le revendait sans trop faire grand-chose et on ramassait sa petite plus-value. Ça, sur le marché actuel, ça ne va plus être possible. Il va falloir être vraiment bon, il va falloir identifier les potentiels, il va falloir créer de la valeur, de la réelle valeur pour nos acquéreurs. Et donc là, ça va faire le ménage. Et si vous me demandez mon avis personnel, je pense que c'est une très bonne chose. Mon avis sur la question où va l'immobilier en 2023, c'est que nous n'allons pas assister à un effondrement des prix. Ce à quoi nous allons assister, à mon avis, c'est à une correction et à un retour à des niveaux de prix un petit peu plus sains, puisqu'on était vraiment sur des niveaux de prix complètement délirants ces derniers mois. Donc on va retourner sans doute à quelque chose d'un petit peu plus sain. Donc on ne va pas vers un effondrement, on ne va pas s'écraser, on va faire un atterrissage qui va être plus ou moins chaotique. On va avoir des zones de turbulence entre-temps. Je vous le dis, attachez vos ceintures parce qu'il y a certains secteurs qui vont subir des turbulences, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va s'écraser. Donc à mon avis, cette zone de turbulence, il se peut qu'elle dure un petit peu. Il se peut qu'on rentre dans une période de 1 an, 2 ans, où il y ait beaucoup d'incertitudes, où il y ait beaucoup de flottements, où ce soit un petit peu compliqué de faire des affaires, de faire des prévisions. Dans un instant, je vais parler de comment justement on s'adapte à cette nouvelle situation. Mais en tout cas, je ne pense pas que nous allions vers une chute ou quelque chose de terrible ou une crise, sauf encore une fois, événement international ou géopolitique ou économique majeur. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, quelle stratégie adopter en fonction de tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent? Déjà, première chose, prenez une profonde inspiration et ne paniquez pas. Restez calme, il n'y a pas de problème. Il y a déjà eu des situations comme celle que nous connaissons actuellement par le passé. Les gens ont survécu et je vous le promets, vous survivrez également. Premièrement, si vous faites de l'investissement locatif, eh bien très bien, continuez. Pourquoi? Parce que si c'est rentable maintenant, ce sera rentable dans 2 ans également. Pourquoi? Parce que les prix des loyers ne sont pas là pour baisser. L'offre, elle va continuer d'être largement déficitaire. Donc il y aura toujours beaucoup plus de demandes que d'offres dans les années qui viennent. Donc il n'y a pas de souci. Si c'est rentable maintenant, ce sera rentable dans 3 ans. Comme de toute façon, en général, quand on fait un investissement locatif, on n'achète pas pour le revendre dans 2 ans. Et si les prix à la vente ils baissent dans les 2 ans qui viennent, franchement, vous vous en fichez, ça ne change rien pour vous. Et même si les taux augmentent un petit peu, investissez à l'IS, vous pourrez toujours déduire les intérêts d'emprunt de votre bénéfice imposable. Donc il va sans doute se présenter des opportunités dans le marché du neuf avec peut-être des fins de projet qui ne se vendront pas. Et là, ça vaudra le coup d'aller toquer aux portes des promoteurs et d'aller négocier assez sévèrement. Ensuite, nous allons parler d'achat-revente. Donc bien entendu, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse énormément si vous suivez cette chaîne. Bien, là, encore une fois, pas de panique. On va vers une zone de turbulence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des affaires? Certainement pas. Par contre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'il faut être extrêmement prudent. Ce qui était possible hier ne le sera plus nécessairement demain. Donc revendre des biens avec beaucoup de travaux dans certaines zones sera beaucoup plus compliqué ou alors il va falloir clairement brader. Ensuite, les terrains à bâtir, comme je vous l'ai dit, il faudra être très vigilant sur les prix de revente. Dans tous les cas de figure, il faudra être très vigilant sur vos prix de revente puisque vous ne connaissez pas les tendances. Vous allez revendre dans 6 mois, dans 1 an. Donc méfiez-vous, prenez en considération le fait que ça peut baisser, que les enveloppes des ménages baissent parce que les taux d'intérêt auront augmenté. Et donc dans les offres que vous allez faire, il faut bien que vous teniez compte de ces schémas possibles. Et il est fort possible que vous fassiez jeter à plein de reprises, enfin vous ne ferez jamais jeter, mais il est fort possible que vous essuyiez de nombreux refus de la part de certains propriétaires qui ne voudront pas vous vendre parce que vous ne leur proposez pas assez. C'est pas grave, il vaut mieux que pendant 6 mois vous ne fassiez pas d'affaires, mais vous sortiez un bon dossier plutôt que 2 dossiers ou 3 dossiers pourris dans l'année, croyez-moi. Dites-vous dans tous les cas que quelles que soient ces conjonctures, quelles que soient l'Ukraine, la Chine, les États-Unis, les gens au final, ils auront toujours besoin de se loger. Et en France, il y a une pénurie de logements
encore une fois, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais il y a une pénurie de logements qui est chronique. Et comme les constructeurs vont avoir de plus en plus de mal à répondre à cette demande, eh bien, le rôle social des marchands de biens va s'accroître, il va être de plus en plus important. Et je crois fermement qu'il va y avoir des opportunités. Je vous le disais, moi j'ai pu négocier là des biens, des prix de biens sur Lyon. Il y a d'ailleurs un bien que j'ai réussi à toucher en appliquant une négo vraiment très 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 importante qui n'aurait vraiment pas été possible il y a un an. Donc je pense que des opportunités vont se présenter dans l'achat-revente. Mais pour les saisir, encore faut-il être prêt. Être prêt, ça veut dire avoir bossé, être au fait des prix du marché, savoir comment calculer une renta, savoir comment étudier la faisabilité réglementaire d'une opération. Bref, quand une opportunité se présente à vous, pour que vous puissiez la saisir, encore faut-il que vous soyez en capacité d'identifier qu'il s'agit d'une opportunité. Donc mettez-vous à bosser dès maintenant, au boulot, allez sur le terrain, allez prospecter, faites des calculs de renta, faites des études de faisabilité, bref, bougez-vous et quand l'opportunité se présentera à vous, alors vous serez là pour la saisir. Je voudrais maintenant vous demander ce que vous avez pensé de cette analyse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Je vous invite à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à payer votre like et je vous dis à la prochaine.